Bienvenue dans ce nouvel épisode de Préhistorex. Aujourd'hui on se retrouve à Erdeven. On va visiter un énorme complexe mégalithique, c'est pour ça qu'on va le faire en deux parties. En attendant, restez bien là, on se retrouve directement après le générique. Ce sont donc les alignements de Kerzero. Ils sont magnifiques, ils sont immenses. Malheureusement, le site n'est pas daté, donc je vais être obligée de vous donner la fourchette large du néolithique, à savoir de moins 5000 à moins 2000. Il s'agit d'un alignement en 10 fils qui s'étend sur près de 2 km. Le menhir est une pierre dressée bien connue de tous. Érigés seuls ou en groupe, ils font l'objet d'études depuis plus de 200 ans, même si leur sens et leur fonction nous échappent encore aujourd'hui. Il n'y a pas qu'une seule typologie de menhir, bien sûr, on en trouve de toutes sortes, faits avec les matériaux endémiques des régions où ils se trouvent. Certains sont gravés, d'autres non. Ce qui, il faut bien le dire, intensifie le mystère autour de ce phénomène. On va commencer par faire un petit point étymologie. Le mot menhir est un mot breton, il peut se diviser en deux parties. Men qui veut dire pierre et ir qui veut dire longue, soit littéralement la pierre longue. Il se trouve que c'est un mot breton et que beaucoup du vocabulaire du mégalithisme vient du breton, mais c'est parce que ce sont les premiers à avoir été étudiés. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que le mégalithisme est un phénomène mondial. Asie, Europe, Afrique, Amérique, on en trouve vraiment partout. C'est vrai qu'on serait tenté d'y voir les traces d'une ancienne civilisation antédiluvienne, mais en réalité c'est beaucoup plus simple que ça. C'est surtout que dès que l'humain va être dans un environnement favorable, il va trouver les mêmes solutions partout. Même en prenant de la hauteur, c'est vrai que les 2 km de menhir ne se voient pas forcément, mais c'est parce que l'alignement a été éclaté un petit peu au fur et à mesure du temps, déjà par la route, mais aussi parce que la forêt a poussé depuis. Les anciens rapports de fouilles du 19e siècle indiquent l'éventuelle présence d'un cromlech ou d'un tumulus juste de l'autre côté de la route. Et ça, gardez bien cette info parce qu'on y reviendra dans la deuxième partie. Ce qui est intéressant avec ce lieu, c'est que cet alignement pourrait faire partie d'un plus grand ensemble encore, comprenant les alignements de Ploarnel, mais aussi ceux de Carnac. Ce qui, il faut bien le dire, rendrait le phénomène encore plus majestueux. Qu'est-ce qui a poussé ces communautés à réaliser des œuvres aussi titanesques? C'est quand même un effort colossal qui a demandé du temps et de la main-d'œuvre, puisqu'il a d'abord fallu déboiser tout le terrain, puis implanter les stèles, d'autant qu'on trouve de très belles pièces, comme celle-ci, qui fait 6 mètres et près de 40 tonnes. Parfois, on présente ce travail comme quelque chose de mystérieux et d'infaisable, mais en réalité, l'archéologie expérimentale a montré qu'on pouvait très bien réaliser le transport des pierres avec des traîneaux ou d'autres systèmes de glissement. C'est vrai que quand on pense néolithique, on pense forcément mégalithe et donc énorme structure en pierre.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bois a pu aussi largement être utilisé pour des monuments. Évidemment, le bois est un matériau archéologique qui ne perdure pas dans le temps, donc on va en retrouver très peu. Comme indice d'utilisation du bois, on va surtout retrouver des trous de poteaux. La pierre, qui est un matériau plus durable, va plus facilement arriver à nous, mais ça n'exclut pas qu'il y ait eu d'énormes structures en bois, un petit peu à l'instar de Woodhenge en Angleterre. On va maintenant se diriger vers le prochain lieu. Vous allez voir que les alignements continuent tout au long de l'épisode, un petit peu de manière éclatée, mais ça va être le filigrane de notre trajet. Donc sur ce, on va y aller. Nous voilà arrivés au dolmen de Manet-Braz. Il s'agit d'un ensemble de 4 dolmens qui ne sont encore une fois malheureusement pas datés, donc fourchette large du néolithique, de moins 5000 à moins 2000. Ces 4 dolmens étaient recouverts d'un tumulus que l'on voit encore partiellement. Celui-là est particulièrement bien conservé, mais vous pouvez voir que les 3 autres le sont un peu moins et sont un peu plus modestes, mais ça a au moins un avantage, c'est de nous montrer leur dessin au sol. Quand on les compare, on voit bien que leurs structures sont assez différentes les unes des autres. On en a 2 petites qui ont l'air d'être des sépultures individuelles, donc celle qui est derrière moi qui contient 4 chambres funéraires, et une dernière qui a l'air d'être une tombe simple à couloir. Si on prend en compte les travaux de Philippe Gouezin, on pourrait presque arriver à les dater. Le fait de retrouver plusieurs dolmens si différents les uns des autres dans un si petit espace indique qu'ils ont probablement été construits au fur et à mesure du néolithique et que la communauté vivant à proximité a dû avoir la nécessité d'augmenter son espace funéraire au fur et à mesure du temps. Et sur ce, on va aller visiter l'intérieur du plus gros dolmen. C'est donc un dolmen à couloir avec 4 chambres funéraires, ce qui indique qu'il a accueilli au moins 4 personnes. Après, on sait qu'un dolmen, on peut y entreposer des corps sur plusieurs générations. Les parois n'ont pas l'air gravées, mais la présence de gravures dans les sépultures morbihanaises est bien trop récurrente pour que celle-ci ait échappé. Donc c'est probablement dû à l'érosion, étant donné qu'il est resté à l'air libre pendant très longtemps. On a retrouvé dedans un mobilier funéraire assez classique pour un mobilier néolithique, des grattoirs en silex, une hache en diorite, une petite idole, une petite statuette, mais ça il me semble que c'est un petit peu plus rare. Et surtout, on a retrouvé une poterie campaniforme. Et ça, c'est l'élément intéressant du mobilier funéraire. Et pour en parler, on va remonter un petit peu dans le temps.
On le sait assez peu, mais les populations qui ont construit ces mégalithes, alors pas que ceux de Bretagne, mais ceux de toute l'Europe, venaient en fait d'Anatolie, donc de l'actuelle Turquie. Ça, comment le sait-on? Eh bien pour ça, il y a des méthodes, et notamment l'analyse au strontium. Le strontium est un oligoélément naturellement présent dans les roches et l'eau. En consommant de l'eau, un être vivant va ingérer du strontium. Dès son plus jeune âge, les dents, les cheveux et les ongles d'une personne vont fixer le strontium présent dans l'eau. Comme la chimie du strontium n'est pas la même selon les régions du monde, on va pouvoir retracer les trajets des populations. Ça permet d'analyser les migrations humaines et les apports culturels entre les différentes communautés. Et c'est donc hyper intéressant. Ça, c'est un premier point. Donc avant toutes ces analyses modernes, ce qu'on faisait, c'est qu'on nommait les cultures du néolithique et de l'âge de bronze d'après leur style de poterie. On a remarqué que ces fameuses poteries campaniformes en forme de cloche dataient de la fin du néolithique et du début de l'âge de bronze. En couplant les informations, l'analyse au strontium plus l'étude des poteries, on a réussi à déterminer que la culture campaniforme venait en fait des steppes de Russie et avait progressivement remplacé, voire s'est mélangée aux populations déjà présentes ici. Une dernière chose aussi, la culture campaniforme a eu aussi bien sûr son style de mégalithe, mais en arrivant ici, elle a largement réemployé les dolmens qui étaient à disposition. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans 15 jours pour visiter la deuxième partie des mégalithes d'Erdevenne et en attendant, je vous dis à bientôt.